Bonjour, ça fonctionne, c'est formidable. Voilà, merci d'être ici aujourd'hui pour suivre un exposé qui ne ressemblera pas forcément à ceux qui ont été prononcés jusqu'à maintenant, surtout en raison du point de vue qui est le mien, qui n'est pas un point de vue de chercheur, mais un point de vue de praticien. Alors le sujet dont je voudrais traiter aujourd'hui est celui de la méritocratie, mais de la méritocratie entendue comme une procédure et un système de recrutement des hauts fonctionnaires en France. Alors j'aimerais commencer cette contribution par deux citations. La première. Sous le régime de l'égalité, il ne saurait exister d'autre titre aux fonctions publiques que le mérite. L'école d'administration doit avoir pour résultat de créer des droits à l'intelligence constatée, à l'instruction solide, au travail et à la bonne conduite. Tout droit reconnu au mérite est une chance refusée à la faveur. Deuxième citation maintenant. Les élites administratives doivent être à l'image de la société. Elles doivent être sélectionnées sur des bases exclusivement méritocratiques. Alors ces deux citations se superposent et pourtant elles sont distantes de 170 ans. La première a été prononcée par Hippolyte Carnot, ministre de l'Instruction publique en 1848 et promoteur d'une éphémère école d'administration, qui a d'ailleurs à l'époque été adossée au Collège de France, aux grandes dames de ce dernier, peut-être pourra-t-on y revenir. La seconde citation, elle, a été prononcée par Emmanuel Macron, président de la République, lorsqu'il a annoncé, en 2021, la suppression de l'École nationale d'administration créée en 1945. La ressemblance de ces citations n'est pas fortuite. Elle montre la permanence de certains débats dans la société française, notamment celui qui a trait au recrutement des hauts fonctionnaires et dont on peut avoir l'impression que, depuis la Révolution française, il ne s'est pas arrêté. Alors, comme je l'ai indiqué, la présente contribution abordera la question de la méritocratie de manière non pas générale, mais particulière. Nous nous concentrerons sur un cas pratique qui est précisément celui du recrutement dans notre pays des plus hauts cadres de l'administration, ce qu'il est convenu d'appeler haute fonction publique, même si le terme de haute fonction publique ne recouvre aucune définition très précise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon regard n'est pas neutre sur cette question. Je suis un acteur. J'ai passé le concours de l'École nationale d'administration. Je suis magistrat à la Cour des comptes. Et parallèlement à mon activité professionnelle, je me suis occupé de la formation de ceux qui, parmi les étudiants, souhaitent préparer les concours de la haute fonction publique, et particulièrement le concours de l'ENA. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années en dirigeant une classe préparatoire au concours de l'ENA, mise en place à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et puis je l'ai fait dans d'autres établissements aussi, à l'Université de Lille et aujourd'hui à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. J'ai donc eu tout le loisir d'observer les mérites respectifs d'étudiants venus d'horizons différents et dont les résultats au concours administratif ont eux-mêmes été différents. C'est donc essentiellement de ce point de vue de praticien que je vais maintenant débuter mon exposé. Alors, celui-ci s'articulera en 4 parties qui viseront chacune à répondre à une question. D'abord, qu'est-ce que la méritocratie, celle dont on parle aujourd'hui, s'agissant du recrutement des hauts fonctionnaires dans notre pays? Quelles en sont les fonctions? Quels en sont les objectifs? Quelles en sont les procédures spécifiques? Et enfin, quelles sont les raisons de la crise de ce modèle aujourd'hui et éventuellement les moyens d'y répondre? 4 questions donc. Alors la première, qu'est-ce que la méritocratie? Comment peut-on caractériser cette notion? Il n'est jamais mauvais de commencer une analyse en revenant sur l'étymologie. Mérite provient donc du latin meritum, qui est une récompense. Et le mérite, nous dit le dictionnaire de l'Académie française, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Le Littré, lui, qui reste plus proche de l'étymologie, nous indique que le mérite est ce qui rend une chose ou une personne digne de récompense ou de punition. Inutile de poursuivre plus loin l'investigation pour se rendre compte que la notion de mérite est à la fois imprécise
et qu'elle est recouverte de lourds sous-entendus moraux. Prenons maintenant la définition du mérite telle qu'elle est donnée par Michael Young dans son roman « La méritocratie en mai 2033 », roman satirique qui dépeint une société qui serait régie par le principe de méritocratie, donc d'attribution d'un certain nombre de postes de pouvoir au terme d'un examen des mérites des uns et des autres. Dans son roman, il donne une définition en forme d'équation. Le mérite, c'est l'intelligence plus le travail. Dans ce roman, l'équation intelligence plus travail égale mérite fait même figure de devise du régime fondé sur le mérite qu'il décrit. Il n'y a plus tellement de morale dans cette nouvelle définition, mais une difficulté de fond. L'intelligence ou les capacités cognitives renvoient largement à des qualités innées, si on croit à l'existence de qualités innées, ou plus probablement au milieu d'origine des personnes et à la façon dont ce milieu a stimulé leurs capacités cognitives et leur adaptation au milieu scolaire. Dès lors, si on prend la définition initiale, celle du dictionnaire de l'Académie française, les deux termes de l'équation ne sont pas également dignes d'estime. Si le travail renvoie effectivement à l'effort individuel, qui est un paramètre qui dépend de la volonté de chaque individu, les capacités, à l'inverse, renvoient à un certain déterminisme. Dans ces conditions, est-il juste de récompenser ce qui ne dépend que pour partie des individus ? Et deuxième question qui est abordée par le roman de Michael Young, est-il juste de fonder, sur une notion aussi floue et aussi mal établie, un système de répartition du pouvoir ? Alors cette question n'en finit pas d'être débattue et j'ai relevé dans une interview récente donnée par Ben Bernanke, prix Nobel d'économie, professeur à Stanford, ancien président de la Réserve fédérale américaine, une citation intéressante. Bernanke commence par affirmer que le système méritocratique, celui dont il est issu donc, est probablement le meilleur. Toutefois, il reconnaît qu'une méritocratie est un système dans lequel les personnes les plus chanceuses en termes de santé physique, de patrimoine génétique, de soutien familial, de revenus, les plus chanceuses en termes d'éducation et d'opportunités de carrière, sont aussi celles qui retirent le plus de bénéfices du système méritocratique. Ce constat, pour être largement partagé en France, dès lors je me suis demandé qu'est-ce qui fait la spécificité de la méritocratie à la française. Et là, il faut se replonger de manière un petit peu plus profonde dans les sources historiques de l'invocation du mérite comme critère de répartition d'un certain nombre d'avantages ou de postes de pouvoir. En réalité, le débat, lorsqu'on l'observe, est relativement inchangé depuis la Révolution française. Je citais tout à l'heure Hippolyte Carnot en 1848, au moment où il tente la création d'une éphémère école d'administration, où il indique que donc le mérite permet de repousser le règne de la faveur et de l'arbitraire. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose lorsqu'il rappelle que les élites administratives doivent être recrutées sur des critères exclusivement méritocratiques. Mais quand on regarde les discours des présidents de la République, de la Ve République tout au moins, on se rend compte qu'il y en a un qui a détaillé sa pensée de manière plus approfondie sur la question du mérite. C'est Nicolas Sarkozy, notamment dans un de ses discours de l'année 2008. Alors je vais le citer un petit peu longuement, mais la citation mérite d'être entendue. « Les principes sont sacrés. Je pense en particulier au grand principe d'égalité qui est la clé de voûte de notre unité. Mais de quelle égalité parlons-nous ? Si l'on parle de l'égalité absolue des situations, on tombe tout de suite dans l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est le contraire de la République, parce que la République, c'est aussi la récompense du mérite. La République, c'est l'élitisme républicain, c'est la récompense de l'effort et la récompense du travail, ce n'est pas l'égalitarisme. L'égalité républicaine, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des droits et des devoirs, c'est l'égale dignité des personnes, c'est l'égalité des chances. Donc, dans ce discours, le président Sarkozy affirme deux choses. Il dit d'abord, le mérite, c'est le travail. Et puis ensuite, il dit, l'égalité, c'est pas toutes les formes d'égalité, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des chances, mais pas l'égalité des conditions. Alors, la définition là est un petit peu moins sophistiquée que celle qui avait été proposée par Michael Young, puisque le mérite, ce n'est plus l'effort plus les capacités, c'est simplement l'effort.
Et peut-être aurait-il pu dire « travailler plus pour mériter plus ». À l'évidence, il manque quelque chose à cette définition pour être totalement convaincante. Quelque chose que l'on peut aller chercher dans le texte fondateur, celui auquel il faut se référer quand on veut parler de méritocratie en France, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La question du mérite y est traitée à l'article 6. L'article 6 est ainsi rédigé. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Alors je relis la fin parce que c'est quand même le plus important pour notre exposé du jour. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Alors, le mérite n'est pas explicitement cité dans la Déclaration des droits de l'homme, mais on peut dériver de ce texte que le mérite, qui est invoqué dans tous les discours politiques, y compris au moment de la discussion de la Déclaration des droits de l'homme, bien que le mérite, ça doit être quelque chose comme l'addition des capacités, des vertus et des talents. Alors, on a quelque chose d'un petit peu différent, de nouveau, de la définition de Jung, l'intelligence plus le travail. Là, on a l'addition des capacités. Les capacités, ça pourrait être les capacités cognitives, les compétences individuelles, les talents, qui peuvent renvoyer aux qualités de caractère d'un individu, et puis les vertus, qui renvoient, comme chez Machiavel, non pas aux vertus morales, mais aux vertus civiques, et plus particulièrement à celles qui sont liées à la raison d'État. Voilà le socle des valeurs qui sont issues de la Révolution et qui constituent la base juridique et philosophique de notre système méritocratique. Elles nous sont parvenues intactes jusqu'à aujourd'hui, et on rappellera que la Déclaration des droits de l'homme fait partie intégrante du texte de notre Constitution et que les lois et règlements de notre pays doivent y être conformes. Je me souviens ainsi d'avoir assisté à une séance du Conseil d'État où il était question de la conformité à cet article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de textes réglementaires qui organisaient des concours administratifs. En l'espèce, il s'agissait à l'époque de savoir si des docteurs pouvaient faire l'objet d'un concours spécifique pour l'entrée à l'École nationale d'administration ou pas. Et le texte de référence, c'était ça, qui nous laisse quand même un petit peu dépourvu de critères. Une fois qu'on a dit les capacités, les talents et les vertus, on se retrouve avec une multiplicité de possibilités d'organisation. Alors, pour préciser peut-être un petit peu la notion de mérite, il faut aller un petit peu plus loin et voir ce que le mérite n'est pas dans notre système. Au fond, le mérite tel qu'il a été défini par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est historiquement daté. Il est défini par opposition à ce qui lui précédait, c'est-à-dire la vénalité des charges, et puis la possibilité réduite à un certain nombre d'individus, à raison de leur naissance, de se présenter à certains emplois publics. Donc, le système qui prévoit que les emplois publics sont pourvus au vu des capacités, des talents et des vertus, c'est d'abord celui qui prévoit qu'ils ne sont pas pourvus au regard de la naissance et au regard de la richesse des individus. La notion évolue en fonction des débats qui caractérisent les différentes époques. Au XIXe siècle, les plus hauts emplois de la fonction publique en France sont captés essentiellement par la bourgeoisie, et plus précisément même par la bourgeoisie parisienne, qui réussit à établir des dynasties grâce à un système de cooptation que les modes de recrutement de l'époque favorisent. Du coup, la notion de mérite au XIXe siècle est utilisée essentiellement pour se distinguer d'un régime de cooptation. Là, on ne parle plus de naissance ou d'acquisition de charges, on parle de cooptation. Quand Hippolyte Carnot crée
son école d'administration en 1848, c'est pour mettre fin à un régime de cooptation. Quand, en 1936, Jean Zay lance l'idée d'une école d'administration, c'est à nouveau pour s'opposer à la cooptation. Et enfin, quand, en 1945, l'École nationale d'administration est créée, avec une ordonnance qui dispose d'un formidable exposé des motifs que je vous invite à lire si le sujet vous intéresse, eh bien, dans les 2 premiers paragraphes, on dit qu'on veut mettre fin à un système endogamique qui privilégiait de manière excessive la bourgeoisie parisienne. Donc, le mérite, c'est l'antonyme de la cooptation, tout au long du XIXe et de la première partie du XXe siècle. Et puis le mérite, c'est aussi, troisième opposition, ce qui s'oppose au recrutement politique de la haute fonction publique. Au fond, le spoil system à l'américaine, celui qui prévoit que les plus hauts emplois sont pourvus en fonction de la proximité par rapport au pouvoir politique, c'est quelque chose qui est, au moins dans les principes, étranger à la façon dont s'est bâti notre système au nom des principes méritocratiques. Alors voilà, on a vu ce que le mérite est sur le plan des principes de manière positive, tel que défini par la Déclaration des droits de l'homme. Puis on a vu ce que ça n'était pas, ça n'est pas la cooptation, ça n'est pas la naissance et le hasard des richesses, et ça n'est pas la politisation de la haute fonction publique. Ces définitions étant posées, on peut à présent en passer à une deuxième question de l'exposé, qui est la méritocratie appliquée au recrutement des hauts fonctionnaires, ça sert à quoi exactement ? Et lorsqu'on examine les fonctions de la méritocratie dans le champ du recrutement des hauts fonctionnaires, on peut identifier au moins 3 grandes fonctions. La première fonction, c'est de légitimer la hiérarchie et les distinctions dans une administration française qui reste très pyramidale. La deuxième fonction, c'est de recruter des fonctionnaires aussi compétents et efficaces que possible. Puis enfin, la troisième fonction, c'est d'asseoir une certaine indépendance et une certaine permanence de l'administration dans un pays traversé par des convulsions politiques et des révolutions tout au long du XIXe siècle. Alors, le rôle de légitimation de la hiérarchie, d'abord, un rôle qui est important. Au fond, tout système méritocratique, fût-il fondé comme le mérite dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 sur le principe d'égalité, est d'abord un principe qui sert à légitimer des distinctions et des hiérarchies. Si on a besoin d'aller chercher le mérite, c'est bien qu'on distribue en récompense de ce mérite, on en revient à l'étymologie du terme, au moins des places privilégiées ou des places de pouvoir. Donc, le mérite, ça sert, pas seulement, mais ça sert notamment à établir un système de hiérarchie. Or, l'administration française, c'était vrai au XIXe siècle, c'est vrai encore aujourd'hui, n'est pas avare de distinctions et de hiérarchies subtiles. Il suffit de lire Balzac, Les Employés, qui est un roman absolument extraordinaire, parce que c'est un roman qui décrit avec un grand luxe de détails l'administration du XIXe siècle, et dans lequel on ne peut pas ne pas retrouver un certain nombre de points communs avec l'administration telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour la petite histoire, le roman met en scène 2 personnages, Xavier Rabourdin et Isidore Baudoyer, qui font partie, l'un du parti du mouvement. Il se bat d'ailleurs pour que le mérite soit un critère dans l'avancement des carrières. Il écrit même en secret un plan de réforme de l'administration pour ça. Puis de l'autre côté, il y a le parti de la réaction, qui est incarné par Isidore Baudoyer, qui finit par l'emporter et, avec sa victoire, emporter également les projets de méritocratie de son rival. Alors, sans qu'il soit utile de revenir de manière détaillée sur le fonctionnement actuel de l'administration française, on ne peut que constater la pérennité d'une organisation qui reste très pyramidale et dans laquelle la logique de statut garde une grande force. Et cette force tire sa légitimité de concours qui sont très fortement hiérarchisés entre eux. Au fond, on sait très bien qu'un certain nombre de fonctions ne sont accessibles
qu'à partir d'un certain niveau statutaire, et que ce niveau statutaire s'acquiert soit par le concours, soit par la nomination politique, mais qu'en aucun cas, on ne peut accéder à un certain nombre de postes sans avoir cette onction du statut acquis essentiellement par le concours. Alors voilà pour le rôle de légitimation de la hiérarchie. Deuxième rôle, deuxième fonction de la méritocratie, c'est celle qui consiste à recruter une administration compétente et, si possible, efficace. C'est une question qui traverse toutes les époques, qui est encore présente aujourd'hui à travers les questionnements sur l'adaptation de l'administration et des compétences qu'elle offre aux nécessités du temps présent. Et c'est une question qui a été estimée depuis 2 siècles sous 2 angles particuliers. Sous l'angle d'abord des capacités techniques. Les concours d'accès à la haute fonction publique ont toujours été très sélectifs et ont, d'une manière plus ou moins variable dans le temps, eu pour objet de recruter sur la base de connaissances techniques, juridiques, beaucoup juridiques, un petit peu économiques, et puis sur la base aussi de la maîtrise de codes, que l'on résume sous l'appellation de culture générale. La part de la culture générale variait dans le temps. Il est assez remarquable qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand l'École nationale d'administration est créée par Michel Debré, la dissertation de culture générale représente 50% des coefficients des épreuves d'admissibilité. Sur les 5-6 épreuves d'admissibilité, il y en a une qui s'appelle la culture générale, qui représente 50%. Aujourd'hui, la culture générale existe encore, représente 15% des coefficients de l'admissibilité. Et la dernière réforme en date, celle qui a été annoncée par le gouvernement il y a 2 mois, a réussi à en sauver le principe, alors même qu'elle semblait vouée à la disparition. On reviendra sur cette question de la culture générale parce qu'elle est intéressante. Donc on voit un examen des compétences fondé sur une partie de culture générale et une partie de connaissances techniques. Et puis, à côté de cette sélection sur les compétences, on a une sélection sur les qualités de caractère et les qualités civiques. Au fond, les talents d'un côté, et les capacités, et puis de l'autre côté, la vertu. Alors, cette question de la sélection sur la base de qualité de caractère ou de qualité civique, elle apparaît surtout dans les moments de crise, ou au lendemain des moments de crise. C'est le cas après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le concours de la toute nouvelle École nationale d'administration prenne en compte dans le recrutement le passé résistant des candidats, par exemple. Et on a, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, un vrai renouvellement de la haute fonction publique du fait de la reconnaissance par les jurys successifs des comportements résistants des candidats qui se présentaient au concours. Le meilleur interprète de cette volonté de sélectionner sur des vertus morales est donné dans les mémoires de Michel Debré, qu'il a écrites au début des années 1980, et dans lesquelles il indique « La formation est également, à l'École nationale d'administration, d'ordre moral. Il n'est pas dans la mission de l'école de faire de la politique ni d'imposer une doctrine, mais l'école doit apprendre à ses futurs fonctionnaires le sens de l'État, elle doit leur faire comprendre les responsabilités d'administration, leur faire goûter les grandeurs et accepter les servitudes du métier. Elle doit faire plus par un effort permanent de ses meilleurs professeurs, par le rappel des grands exemples et des grands hommes de l'histoire, elle doit donner à ses élèves le goût de quelques qualités maîtresses, le sens de l'humain qui infuse la vie à tout travail, le sens de la décision qui permet, après avoir pesé le risque, de le prendre, le sens de l'imagination qui ne craint aucune audace, aucune grandeur. Et là, certaines éloquence pour décrire tout ce qu'on doit y apprendre. Debré a mis la main à la pâte lui-même, puisqu'il donnait des cours dans lesquels il enseignait la vie des grands hommes. C'est un petit peu ça l'idée. Ça s'est rapidement éteint, mais ça témoigne bien de la volonté de formation morale ou de recrutement sur un certain nombre de critères moraux qui prévalaient après la Seconde Guerre mondiale. En 1959, quand le général de Gaulle vient à l'École nationale d'administration, il résume tout ça en disant, je n'imiterai pas le ton du général de Gaulle,
Il fallait d'abord que ceux qui, au premier rang, doivent servir l'État, fussent une élite à tous égards, une élite intellectuelle et une élite morale. Voilà pour les compétences. On arrive maintenant à la question de l'indépendance de l'administration, qui a, pour le coup, un vrai trait caractéristique de la France. Expliquer dans un pays autre que la France que l'administration, c'est l'État, et qu'elle doit disposer par rapport au pouvoir politique d'une certaine autonomie, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très facile à comprendre. Or, c'est quelque chose qui est affirmé en France depuis au moins la Révolution française. La question a d'ailleurs été relativement controversée dans les années qui ont suivi la Révolution, puisque, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, que je disais tout à l'heure, s'oppose la Constitution de 1791, qui prévoit que, je cite, « les administrateurs sont des agents élus à temps, de manière temporaire, par le peuple, pour exercer sous la surveillance et l'autorité du roi les fonctions administratives. » Donc on a une fonction publique qui est élue en 1791, et cette fonction publique élue va persister jusqu'à la fin du Directoire. Alors, elle pose un petit peu de problème parce qu'elle est à la fois très indépendante par rapport au pouvoir politique, vu qu'elle bénéficie à peu près de la même légitimité qui résulte de l'élection, et puis elle n'est pas très indépendante par rapport aux usagers, parce qu'il faut bien assurer sa réélection, dans une période où, par exemple, les impôts rentrent très mal, pour cette raison-là. Donc, la base de l'administration moderne est le retour au principe de la Déclaration des droits de l'homme, après cette brève expérience d'élection des hauts fonctionnaires, est posée à partir du consulat. Le consulat pose un certain nombre de décisions en matière de fonction publique. La première décision, c'est que tous les fonctionnaires sont nommés par le pouvoir exécutif, il n'y a plus de fonctionnaires élus. La deuxième, c'est qu'on procède à l'uniformisation de leur rémunération et des critères de leur avancement. Puis la troisième, c'est la création ou la résurrection des grands corps de l'État, à commencer par le Conseil d'État, puis quelques années plus tard la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et les préfets. Donc, cette expérience d'élection des fonctionnaires en France a duré très très longtemps, mais elle a durablement marqué les mentalités. Au fond, la France, surtout dans ce 19e siècle si riche en turbulences, a essayé de se garder contre l'instabilité, au moins pour ce qui était de l'administration de l'État, en prévoyant les principes de recrutement d'une administration qui saurait se garder une certaine indépendance par rapport au pouvoir politique. Du coup, l'affirmation d'un principe de recrutement au mérite, c'est quelque chose qui allait assez bien avec cet objectif d'indépendance, puisqu'il permet à la fois de justifier que l'on puisse refuser un recrutement de la haute fonction publique qui serait entièrement à la main du gouvernement, et puis d'autre part, de répondre aussi à ceux qui souhaiteraient que les hauts fonctionnaires soient élus. Alors on en arrive à la troisième partie, la troisième question qui est la méritocratie. Une fois qu'on en a défini les contours, une fois qu'on a expliqué à quoi ça peut servir, eh bien, la troisième question, c'est comment ça marche et quelles sont les procédures qui permettent de faire fonctionner le recrutement des hauts fonctionnaires au mérite. Alors ces procédures se regroupent autour d'une procédure centrale qui est celle du concours. Mais le concours n'est pas la seule procédure de la méritocratie à la française dans le champ du recrutement des hauts fonctionnaires. Il y en a au moins deux autres. Il y a d'abord la rémunération des élèves qui se destinent au concours administratif pour assurer au moins une apparence d'ouverture sociale à ces concours. Et puis, il y a quelque chose de très particulier qui est l'institution d'un marché du travail inversé, où à la sortie des écoles de formation, ce sont non pas les employeurs qui choisissent leurs futurs agents, mais les étudiants qui choisissent leur employeur. Alors, trois procédures, on pourrait sans doute en identifier plus, on en avait au moins une de plus en tête, mais ce sont sans doute les trois principales, et leur intérêt, c'est qu'elles perdurent aujourd'hui encore. Alors, l'affirmation du principe du concours,
Au fond, elle est posée par un acte fondateur qui est la création de l'école polytechnique par la Convention. L'école polytechnique, elle repose sur les 3 procédures que je viens d'indiquer. D'une part, on recrute par un concours qui est très très sélectif. D'autre part, on rémunère les élèves qui fréquentent l'école, et puis parce qu'ils se destinent à servir l'État. Et puis enfin, dans un moment toujours un petit peu dramatique, qu'on appelle l'amphi-garnison, c'est-à-dire le moment où, arrivés au terme de leurs études, les élèves sont amenés, en fonction de leur classement, à choisir une administration d'affectation, eh bien, on fait fonctionner ce marché du travail inversé, où ce n'est pas l'employeur qui est choisi, mais celui qui est recruté. Alors, l'école polytechnique joue un grand rôle dans les représentations du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les projets qui prévoient une école d'administration, on invoque l'école polytechnique. Hippolyte Carnot, dont je parlais tout à l'heure, était polytechnicien lui-même, donc ce qu'il avait en tête quand il crée l'école d'administration de 1848, c'est bien le modèle de l'école polytechnique. Et puis, le projet du Front populaire d'une école d'administration, en 1936, fait directement référence à l'école polytechnique, puisque le nom de l'école, si elle avait vu le jour, aurait été École polytechnique d'administration. On peut invoquer également le modèle de l'école normale supérieure, créé quelques temps après par la même convention créée après l'école polytechnique et qui est régie par les mêmes principes, recrutement au concours, rémunération des élèves et puis choix ensuite d'une carrière éventuellement dans l'administration. Mais là, pas tout à fait de la même façon que sur l'école polytechnique, ce qui nous donne quand même sans doute un modèle plus orienté polytechnique que école normale supérieure. Donc, il apparaît logique dès lors, chaque fois que l'on veut organiser un recrutement sur la base du mérite, de faire un concours, si possible un concours sélectif, comme celui de l'école polytechnique. Alors comme il n'existe pas d'école d'administration, eh bien, les différents corps de l'administration tout au long du XIXe siècle vont organiser leurs propres concours. Le premier d'entre eux, c'était le concours de l'auditorat du Conseil d'État. C'est intéressant parce qu'il est voulu par Napoléon, et dans l'esprit de Napoléon, les auditeurs du Conseil d'État devaient acquérir une connaissance administrative générale qui leur permettait ensuite de pourvoir les emplois les plus élevés de l'administration, quand bien même seraient-ils encore assez jeunes. Sur le modèle de l'école de l'auditorat du Conseil d'État, fonctionnent ensuite d'autres concours, le concours diplomatique, le concours de l'auditorat de la Cour des comptes, le concours de recrutement de l'inspection générale des finances. Ce système fonctionne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et nourrit des controverses qui sont intéressantes parce qu'elles viennent alimenter des critiques qui sont à la fois des critiques de gauche et des critiques de droite. À droite, les critiques viennent des responsables de l'administration, qui ont leur propre clientèle et pour lesquels un concours qui permet la promotion de jeunes hauts fonctionnaires est nécessairement malvenu. Ainsi, le garde des Sceaux des débuts de la Restauration, le comte de la Serre, indique que le vice inhérent au concours de l'auditorat du Conseil d'État est d'initier au sortir des écoles des jeunes gens sans expérience des affaires et du monde et de les incorporer à un grand corps de l'État. Cette élévation subite enfle leur jeune présomption, elle concourt avec leur défaut de connaissances pratiques à leur faire commettre des bévues et à encourir des ridicules qui rejaillissent sur le corps entier et le gouvernement lui-même. À l'éloquence près, on reconnaîtrait quand même des thèmes récents sur la question de savoir, le président de la République a tranché il y a 2 ans maintenant, s'il faut recruter directement dans les grands corps de l'État des jeunes dépourvus d'expérience ou s'il ne faut pas le faire. Bon, finalement, il était décidé l'an dernier de mettre fin au recrutement des jeunes issus de l'ENA précédemment, de l'Institut national du service public maintenant, dans les grands corps en question, toujours les mêmes que du temps de Napoléon, le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'inspection des finances, et de créer un délai de 3 ans avant de leur permettre de se présenter à ces institutions. Les procédures commencent à fonctionner. On n'a pas encore un recul suffisant sur leur fonctionnement, mais d'ici quelques années, ça sera intéressant de regarder ce que ça a donné. Enfin, j'ai ma petite idée parce que j'y participe, mais ça sera intéressant de voir d'ici 2 ou 3 ans ce que ça a donné
si ça aboutit à un véritable renouvellement des profils qui sont intégrés au Conseil d'État, à la Cour des comptes ou pas. Alors là, c'est les critiques qui viennent du côté droit de l'échiquier politique, mais il y a des critiques qui viennent aussi de la gauche devant les concours, et en particulier devant les concours qui doivent pourvoir aux plus hauts emplois. En 1848 comme en 1936, la gauche souligne les risques du mandarinat que font courir les concours où l'on recruterait des personnes trop jeunes pour les former dans des écoles d'administration. Le président de la Fédération des fonctionnaires de 1936, qui s'appelle Charles Laurent, s'exprime ainsi. « Je voudrais souligner les dangers et les risques graves pour l'avenir de la fermeture de l'accès des postes d'avancement aux agents provenant des couches populaires, ceux dont les parents n'ont pas eu la possibilité, en raison de leur pauvreté, de leur faire poursuivre des études secondaires. On parviendrait d'une façon certaine à un mandarinat. Les anciens élèves de l'école d'administration, de différentes promotions, s'appuyant et se tutoyant, tendraient à se réserver tous les postes d'avancement. Ils seront pleins de condescendance pour leurs camarades ne provenant pas, comme eux, de l'Olympe. » Aussi, des propos qu'on pourrait tout à fait, à la réserve du style près, entendre aujourd'hui. À cet égard, il faut saluer quand même l'exercice d'équilibrisme du législateur de 1945, qui a créé l'ENA, et qui a réalisé une sorte de synthèse des différentes critiques qui étaient adressées au système, en créant un double concours d'entrée à l'École nationale de l'administration, un concours externe pour les étudiants en nombre réduit et un concours interne pour les fonctionnaires déjà expérimentés qui souhaitaient progresser dans leur trajectoire professionnelle en passant par cette nouvelle École nationale d'administration. C'est d'ailleurs parce que ce concours interne a été créé que le vote des communistes a été acquis à l'époque, un vote sans lequel l'école aurait été difficile à créer. Voilà, une fois ceci posé, on peut très bien regarder ce qui se passe aujourd'hui. On se rend compte que les termes du débat n'ont pas énormément changé, qu'aujourd'hui encore, on essaye de répondre aux différentes critiques en créant de nouveaux concours. Pour la petite information, à l'école d'administration, donc à l'Institut national du service public, aujourd'hui, il existe 5 concours. Un concours externe, celui qui avait été créé en 1945, un concours interne, créé également en 1945, puis un troisième concours destiné à recruter des personnes ayant effectué le début de leur carrière dans le secteur privé, troisième concours qui a eu une vie très chahutée, puisque créé dans les années 80 par le gouvernement socialiste pour recruter notamment des syndicalistes dans la haute administration. Il a été supprimé en 1986, puis rétabli sous une forme très édulcorée en 1990. Il y a un quatrième concours, qui est celui pour lequel j'avais pris une part modeste en essayant de l'imposer, qui est le concours réservé aux docteurs. Voilà. Un concours à dose très homméopathique, puisque tous les ans sont recrutés 2 ou 3 docteurs au cours de l'École nationale, de l'Institut national du service public. Je m'interroge toujours sur l'attitude face au risque des candidats en question. Quelques dizaines de candidats qui se présentent à un concours où il y a 1 ou 2 places, qui passent 1 ou 2 ans de leur vie. Finalement, des gens qui ont une aversion au risque assez faible, parce qu'ils passent beaucoup de temps, donc un coût d'entrée très élevé, pour des résultats extrêmement aléatoires. Et puis il y a un 5e concours qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est le concours dit Talent, qui est un concours réservé aux étudiants boursiers. Donc on voit bien qu'on essaye toujours de répondre aux défauts du concours avec les méthodes qui, en 1945, avaient obtenu des résultats satisfaisants, mais qui aujourd'hui semblent obtenir des effets moins convaincants. Je passe rapidement sur la rémunération des élèves. La rémunération des élèves, elle est intéressante parce qu'elle a fourni une sorte d'alibi social. La formation est rémunérée, non seulement la formation, mais même la préparation au concours est rémunérée dans certaines conditions. Donc ouverture sociale. Maintenant, c'est pas si évident, on voit bien les résultats. L'ouverture sociale extrêmement faible de ce concours. Aujourd'hui, la rémunération des élèves, c'est vrai pour une école comme l'Institut national du service public, c'est vrai aussi dans les écoles normales supérieures, devient presque un handicap. À un moment où la plupart des élèves qui fréquentent ces établissements sont issus des couches les plus favorisées de la population, la rémunération apparaît comme une preuve supplémentaire du caractère inéquitable de notre système de sélection.
Quant au marché du travail inversé, j'en ai décrit tout à l'heure les principales caractéristiques. C'est une curiosité intéressante, hein, mais qui est tout à fait complémentaire avec l'idée selon laquelle l'administration doit être indépendante vis-à-vis du pouvoir politique. Et le fait que ce principe du marché du travail inversé soit aujourd'hui assez largement écorné, puisqu'on a rééquilibré un petit peu les termes du débat entre les élèves issus de l'INSP et les administrations qui les recrutent, montre bien aussi l'évolution du regard porté sur le principe d'indépendance de l'administration. Alors on arrive à la partie conclusive, qui se pose la question de savoir pourquoi la méritocratie à la française, telle qu'entendue dans la haute fonction publique, est en crise, et comment on pourrait éventuellement y répondre. Alors, la crise, elle vient évidemment du caractère largement fictif du mérite qui est récompensé par l'accès aux positions qui sont offertes au terme du concours de l'École nationale d'administration ou des concours comparables. La question a été largement instruite. Je citerai des travaux récents de Laurent Benveniste, par exemple, qui a sorti un chiffre frappant en montrant que, en termes d'endogamie, un étudiant dont le père a été élève à l'École nationale d'administration a 330 fois plus de chances qu'un autre étudiant de réussir le concours de cette école. Ce n'est pas une caractéristique propre à l'École nationale d'administration. Si on regarde Polytechnique, c'est 296 fois. L'École normale supérieure, c'est 266 fois. C'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même dans des ordres de grandeur qui sont proches. Donc le procès est instruit quelque part. Et l'endogamie, ou en tous les cas l'héritage, ce contre quoi finalement l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme s'était élevé, quelque part, s'il n'existe plus en droit, existe dans les faits. Mais je crois que cette mise en évidence du caractère fictif du mérite n'est pas le seul élément qui ébranle le système méritocratique dans le cadre du recrutement des hauts fonctionnaires en France. La légitimité de la procédure, elle est rendue encore plus fragile par un certain nombre d'éléments de contexte. Parmi ces éléments de contexte, il y a, en premier lieu, la crise d'efficacité de l'État. Un État qui n'est plus efficace, qui peine à faire face aux défis du temps présent, qui est affaibli dans sa légitimité, emporte dans son affaiblissement ceux qui le font fonctionner, et a fortiori ceux qui y occupent les premiers rangs. Dit autrement, on pourrait penser qu'une méritocratie imparfaite est moins questionnée lorsqu'elle semble délivrer des résultats bénéfiques au plus grand nombre. Elle devient nécessairement plus illégitime lorsque les résultats ne sont plus à l'avenant. Alors, je dérive ce raisonnement d'un raisonnement que j'ai testé dans un autre domaine, qui est celui des prélèvements obligatoires, ce qui est assez remarquable quand on questionne nos concitoyens sur les impôts qu'ils payent, c'est qu'ils n'ont pas d'idée sur le bon niveau en valeur absolue des impôts. En revanche, ils sont très très attentifs à ce que les impôts aient un rapport avec la qualité du service qui leur est rendu. Tout affaiblissement de la qualité du service rendu, perçu ou réel, va de pair avec une préférence pour l'abaissement des impôts. C'est logique. Mais on pourrait penser qu'il en va exactement de même avec un système, quel qu'il soit, de recrutement, a fortiori s'il se prétend méritocratique. Il est peu questionné si les résultats qu'il donne à la sortie sont plutôt bons, et il l'est beaucoup plus si les résultats semblent insatisfaisants au plus grand nombre. Et les résultats sont manifestement insuffisants. Je me suis plongé il y a quelques années dans les contributions au grand débat national qui avait été organisé après la crise des Gilets jaunes, où les contributions qui tendaient à supprimer l'École nationale d'administration représentaient quand même 1,8% du total. Pour un sujet aussi petit, c'est quand même quelque chose de relativement grand qui interroge sur les raisons qui conduisent un si grand nombre de nos concitoyens à considérer cette école comme nuisible ou illégitime ou au moins devant être réformée. Deuxième élément de contexte, c'est peut-être quelque chose qui est lié à une évolution de la société, mais puisque un système méritocratique est un système qui fonde une hiérarchie, eh bien, dans une société
plus rétive pour des tas de raisons à l'existence d'une hiérarchie, on remet en cause ce qui la fonde, et notamment les procédures de concours qui en sont à l'origine en France. Voilà, face à ces différents défis qui ont contribué à l'affaiblissement de la légitimité des procédures méritocratiques, les réformes qui ont été apportées au fonctionnement des concours administratifs n'ont pas été à la hauteur des enjeux. On pourra y revenir dans les échanges de questions si vous le souhaitez. Pour réussir à avoir des règles du jeu qui ne favorisent pas systématiquement la même catégorie de personnes qui sont les mieux à même d'en maîtriser les tenants et les aboutissants, il faudrait en changer souvent. Une métaphore qui est intéressante, c'est celle du sport automobile. En sport automobile, si on veut briser la domination d'une équipe qui gagne pendant plusieurs années, eh bien, ce que font les autorités sportives, c'est qu'elles changent les règles. Et en changeant les règles, eh bien, on rebat les cartes. On pourrait faire exactement pareil en matière de concours, on pourrait rebattre les cartes régulièrement. Alors, optiquement, c'est ce qu'on a fait, puisque en moyenne, depuis 1945, on a changé les règles du jeu tous les 5 ans. Mais en réalité, moi, ça fait 20 ans que je prépare des étudiants au concours de l'école, les fondements des épreuves sont toujours restés les mêmes. Et j'enseigne, non pas la même chose, mais en tous les cas, des choses qui restent relativement proches aux différentes générations qui ont connu les différents concours. Donc, les changements de règles du jeu, elles ont été inopérantes. Et par ailleurs, personne ne s'est jamais attaqué au frein à la mobilité sociale qui reste toujours présent à ces concours. C'est un concours, je le soulignais tout à l'heure, où l'échec est coûteux, parce qu'on s'y consacre pendant 1 an, pendant 2 ans, et pendant ces 2 années-là, eh bien, soit on est étudiant et on n'acquiert pas de diplôme, ça constitue un investissement lourd et risqué, soit on est déjà salarié, on met entre parenthèses sa carrière, soit on est docteur, on ne fait pas de recherche pendant ce temps-là. Enfin, on voit bien que le coût de participation au concours est extrêmement élevé et que rien n'a jamais été pensé pour l'alléger, ce qui permettrait à la concurrence d'être plus vive et sans doute à des personnes nouvelles de s'y présenter. Par ailleurs, c'est des concours, et ça j'ai pu le mesurer en tant qu'enseignant, dans des établissements non parisiens, devant lesquels l'inhibition sociale est forte. Et elle est forte, d'une part parce qu'on n'a pas forcément d'exemple sous les yeux de gens qui ont passé un jour ce concours, mais aussi parce que les épreuves font la part belle à des connaissances que seuls détiennent des insiders, des gens qui connaissent les us et coutumes et les règles qui régissent l'administration. On m'a toujours frappé que dans les épreuves, on demande aux élèves de se comporter comme s'ils connaissaient déjà l'administration à laquelle ils sont candidats. Ils ne la connaissent pas. C'est bien pour ça qu'on leur fait passer un concours. Et pourtant, le critère de conformité culturelle et de connaissance par anticipation des règles de fonctionnement de l'administration continue de faire l'objet d'une évaluation positive dans les concours. Alors en conclusion, que peut-on dire ? On peut dire que la crise de la méritocratie, elle n'est que pour partie imputable au concours tel qu'il fonctionne maintenant depuis 2 siècles en France. Ce n'est pas en changeant les concours qu'on changera la société, même si on aboutissait à une prise en compte utopique et parfaite du mérite. Il y a une surdétermination par problème d'efficacité de l'État, par l'état de la société telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour autant, ça ne signifie pas que des efforts ne soient pas nécessaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le XIXe siècle, on a à peu près tout tenté en matière de projet d'école. Il n'y en a qu'une seule qui a vu le jour. Toutes les autres, soit se sont arrêtées rapidement, comme celle de 1848, soit n'ont jamais vu le jour, comme celle de 1936. Mais ce qui est intéressant, c'est que le réflexe, chaque fois qu'une grande crise a été traversée par notre pays, a été de refonder la haute administration et de le faire en créant une grande école. Personne n'a jamais imaginé que l'on pouvait régler le problème, ou en tous les cas essayer d'y apporter une solution, en se rapprochant de l'université. Or, ce qui est intéressant à l'université, c'est que d'abord elle apparaît aujourd'hui comme l'une des rares institutions associées à une mobilité sociale ascendante dans notre pays, beaucoup plus que les grandes écoles, où la mobilité sociale, ou en tous les cas la diversité sociale, est plutôt sur une pente descendante. Et puis, par ailleurs, l'université, bien plus que les grandes écoles, c'est un lieu de recherche. Or, pour faire face au monde tel qu'il se présente, avec ses incertitudes, ses complexités, la connaissance des méthodes de la recherche, l'acquisition d'une culture de la recherche
apparaîtrait, à mon sens, comme un élément permettant de mieux anticiper les évolutions que nous connaissons. En définitive, une association étroite de l'université, non seulement à la formation, mais aussi aux modalités de recrutement des hauts fonctionnaires, apparaît aujourd'hui comme une utopie peut-être, mais une utopie souhaitable.